75 ans. 40 ans à construire quelque chose que j'avais le droit d'appeler le mien. 14 mois à le regarder s'effondrer, billet par billet, chambre par chambre, signature par signature. Vous pensez que les hommes intelligents ne se détruisent pas eux-mêmes? Je dirigeais une chaîne de 11 hôtels de luxe. J'avais un palace à Saint-Tropez, 2 établissements dans le 8e arrondissement de Paris, un hôtel à Cannes, face à la Croisette. Mon nom était dans les guides Michelin. Mon nom était dans Condé Nast Traveler. Mon nom était partout, sauf là où il aurait dû être, dans le regard de mes enfants, qui à la fin ne savaient plus qui j'étais. Je m'appelle Bernard Lacroix, et ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire de succès avec une mauvaise fin. C'est une histoire sur ce que la réussite peut dissimuler quand vous laissez entrer quelque chose qui n'a pas de nom sur vos fiches de paie. Restez jusqu'au bout. Si vous n'avez jamais entendu une voix comme la mienne, abonnez-vous et laissez un commentaire. Dites-moi que vous étiez là. À 75 ans, dans ce studio du 11e arrondissement, c'est tout ce qu'il me reste à recevoir. Je suis né en 1950 à Lyon, dans une famille de restaurateurs. Mon grand-père avait un bouchon lyonnais rue des Marronniers. La cuisine de ma grand-mère était la chose la plus honnête que j'ai jamais connue. Mon père a ouvert un hôtel modeste à Grenoble. 20 chambres, un buffet du petit déjeuner, des clients qui venaient pour les stations de ski. J'ai grandi dans les couloirs de cet hôtel. J'ai appris que l'hospitalité n'est pas un service, c'est une promesse. Vous promettez à un inconnu une nuit meilleure que celle qu'il aurait eue ailleurs. Et si vous tenez cette promesse avec assez de constance et assez de détails, les gens reviennent. Et si les gens reviennent, vous construisez quelque chose de durable. C'est ce que je croyais. Et c'est ce que j'ai construit pendant 30 ans, avant de comprendre que la chose la plus durable que j'aurais jamais bâtie était l'illusion que j'avais de moi-même. J'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. J'ai travaillé à Genève, à Londres, à Paris. En 1981, avec un associé et un prêt de ma belle famille que je n'ai jamais tout à fait pardonné à mon orgueil d'avoir dû accepter, j'ai acheté un petit hôtel particulier dans le Marais, 22 chambres, pas encore chic, dans un quartier que personne ne regardait encore. Je l'ai rénové intégralement. J'ai tout pensé. La lumière dans les couloirs, le poids des serviettes, le parfum dans le hall, un mélange d'iris et de bois de cèdre que j'avais demandé spécialement à un parfumeur de Grasse. J'ai ouvert en 1983. Dans l'année, il était complet à 87%. En 1988, j'avais 3 hôtels. En 1995, 7. En 2005, 11, dont le Lacroix Saint-Tropez, que le Financial Times a qualifié de l'un des 10 hôtels les plus désirables d'Europe. Je lisais ça dans mon bureau de la rue du Faubourg Saint-Honoré, en buvant un café que mon assistante avait appris à préparer exactement comme je l'aimais. Et je pensais, mon père vendait des petits déjeuners à des skieurs. Moi, je vends des rêves à des milliardaires. Cette pensée, qui me semblait être de la fierté, était en réalité le premier signe que je n'avais plus les pieds sur terre. Ma femme Hélène était avec moi depuis le début. Nous nous étions rencontrés à Lausanne.
Elle avait une intelligence des gens qui me manquait. Elle voyait ce que les clients voulaient sans qu'ils le disent. Elle sentait les tensions dans une salle avant qu'elles se transforment en problème. Nos 2 enfants, Claire et Antoine, ont grandi dans nos hôtels, comme j'avais grandi dans celui de mon père. Claire est venue travailler avec moi à 26 ans. Antoine a choisi la médecine. Ce choix m'a blessé dans mon orgueil pendant des années, et maintenant je comprends qu'il avait simplement plus de sagesse que son père. Il avait compris quelque chose que je ne comprendrai que trop tard, qu'on peut choisir de soigner les gens plutôt que de les impressionner. Chaque été à Saint-Tropez était une saison de certitude absolue. La terrasse du Lacroix ouvrait sur la baie, l'odeur de la mer et de la lavande des collines environnantes, les bateaux blancs dans la rade. Des conversations à cette table avec des hommes et des femmes qui gouvernaient des empires industriels, des maisons de mode, des holdings financières. En 2004, j'ai dîné à la même table que l'un des hommes les plus riches d'Europe. Il m'a dit « Bernard, vous avez compris quelque chose que la plupart des gens dans votre métier n'ont jamais compris. Vous ne vendez pas des chambres, vous vendez l'impression d'appartenir à un monde meilleur. » J'ai gardé cette phrase. Je l'ai répétée dans des conférences. Je croyais en elle entièrement. Ce que je ne savais pas, c'est que moi-même, depuis quelques années, j'essayais de m'acheter l'appartenance à un monde qui n'existait que dans ma propre tête. La première ligne, je l'ai faite en 2007, un soir de juillet à Saint-Tropez, après un dîner qui avait réuni 12 personnes dont je ne me souviens plus des noms aujourd'hui. Une femme, dont je dirais seulement qu'elle était très connue à l'époque dans les cercles parisiens, a sorti quelque chose de son sac avec la nonchalance de quelqu'un qui fait ça depuis toujours. Elle m'a dit « Bernard, tu travailles trop, ça t'aidera à profiter de la nuit. » J'avais 57 ans. J'étais fatigué d'une façon que le sommeil ne réparait plus depuis des années. Une fatigue qui venait non pas du corps, mais de la pensée permanente, de l'impossibilité de lâcher une seule conversation sans qu'une autre s'enclenche immédiatement. Et la nuit qui a suivi était magnifique, vive, légère, pleine d'une énergie que je croyais avoir perdue avec mes 40 ans. Je me suis dit, c'est exceptionnel. Une fois, Saint-Tropez en juillet, ça n'arrive qu'une fois. Ce mensonge a duré environ 6 semaines. Et après, d'autres mensonges ont pris le relais, chacun un peu plus élaboré que le précédent, comme des chambres dans un hôtel dont on repousse sans cesse le check-out. À l'automne 2007, j'utilisais 2 fois par semaine. En 2008, tous les jours. J'avais un réseau discret dans Paris, un homme que je rencontrais dans un café du 9e arrondissement le jeudi matin, un autre que mon chauffeur allait voir pour moi quand j'étais trop occupé pour sortir. Je dépensais entre 5 et 8 000 euros par mois. Je le passais dans les notes de frais d'une holding que j'avais créée pour les dépenses de représentation. Personne ne contrôlait avec rigueur. Personne ne contrôle le patron. C'est une règle non écrite qui existe dans toutes les entreprises. Je l'avais toujours connue et l'avais trouvée utile pour m'accorder une liberté de gestion. Je ne savais pas que je me la réservais aussi pour me détruire tranquillement. Hélène a remarqué quelque chose en 2009.
Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais épuisé, que la crise financière mettait une pression énorme sur le secteur de l'hôtellerie de luxe, ce qui était vrai. Mais ce n'était pas pour ça que je rentrais à des heures impossibles, que je parlais trop vite, que j'avais des sautes d'humeur qui affolaient mon équipe. Elle m'a regardé avec les yeux de quelqu'un qui sait déjà, mais qui attend que vous le disiez vous-même. Ce regard, je l'ai esquivé pendant 4 ans. On peut esquiver longtemps le regard d'une femme qui vous aime. Ce qui est épuisant pour elle ne coûte rien à l'homme qui ment. En 2011, j'ai commis l'erreur fondamentale. J'ai signé un contrat pour l'acquisition d'un hôtel à Marrakech, un projet dont mon directeur financier avait dit clairement que notre bilan ne le supportait pas dans les conditions du marché. Je l'ai signé parce que l'intermédiaire marocain qui me présentait le projet avait également accès à ce que je cherchais, et j'avais besoin de cette connexion à distance quand je voyageais. Je n'arrive pas encore à dire ça sans honte. Un homme qui avait passé 30 ans à ne jamais signer un contrat sans l'avoir lu 3 fois, a signé un investissement de 22 millions d'euros parce qu'il avait peur de perdre son fournisseur. C'est ce que l'addiction fait au jugement. Elle ne vous rend pas fou. Elle vous rend pragmatique pour les mauvaises choses. Elle réorganise vos priorités de manière si progressive que vous ne vous apercevez du changement que lorsque vous regardez en arrière depuis la ruine. Le projet de Marrakech a tourné mal en 2012. Les partenaires locaux ont disparu avec une partie des fonds. J'ai dû mobiliser des lignes de crédit sur mes meilleurs hôtels pour couvrir l'hémorragie. En même temps, 2 de mes directeurs généraux ont demandé à me rencontrer séparément pour me parler de décisions opérationnelles qui les inquiétaient. Claire est venue me voir en février 2013. Elle était debout dans mon bureau, les mains jointes, avec une voix qui ne tremblait pas parce qu'elle avait préparé ce moment depuis longtemps, peut-être depuis des années. Elle m'a dit « Papa, je ne sais plus qui tu es. Je ne reconnais plus comment tu travailles, ni comment tu nous parles. Et je ne peux pas continuer à défendre des décisions que je ne comprends pas, même si tu es mon père, et même si j'aurais voulu que ça se passe différemment. » Elle a démissionné ce jour-là. Elle avait 38 ans. Elle avait grandi dans mes hôtels. Elle les aimait comme on aime les endroits qui ont formé votre caractère. Et elle est partie parce que j'étais devenu quelqu'un qui abîmait ce qu'elle avait appris à aimer. Hélène est partie en mai 2013. Elle a pris ce qu'elle avait apporté, ses livres, ses photographies, les couverts de mariage. Elle m'a dit dans le hall de l'appartement du 8e arrondissement, devant la console Louis XV que j'avais achetée à Drouot pour nos 20 ans de mariage. « Bernard, je t'aime encore, mais tu n'es plus là. Ça fait des années que tu parles à quelqu'un que je ne vois pas. Je ne peux pas rester dans une maison où il y a 3 personnes et dont je ne connais qu'une. » Après qu'elle est partie, je suis resté seul dans cet appartement. Un appartement que j'avais choisi, que j'avais meublé, qui sentait encore le parfum qu'elle portait. Et j'ai compris que j'avais réussi à construire une solitude parfaite au centre de la vie la plus enviée que je connaissais. Les banques ont exigé le remboursement anticipé de 2 prêts en septembre 2013. Le Lacroix Saint-Tropez
a été mise en vente en novembre. J'ai reçu la notification de cession dans un appartement de location à Paris, allongé sur un canapé, incapable de lire les documents correctement. En mars 2014, j'avais perdu le contrôle opérationnel de 7 hôtels sur 11. En août 2014, le nom Lacroix avait disparu de toutes les enseignes. J'ai appris que le Lacroix Saint-Tropez avait été racheté par un groupe singapourien. Ils ont gardé l'architecture, ils ont changé le nom. C'est comme ça que les choses finissent vraiment, pas en drame, mais en indifférence. J'ai fait une cure à Évian, puis une autre en Suisse. La seconde a tenu. Je suis sobre depuis 5 ans. Je vis dans un studio du 11e arrondissement, à 10 minutes à pied de la Bastille, dans un quartier que mes clients de Saint-Tropez n'auraient jamais eu raison de connaître. Je mange simplement, je marche beaucoup, je lis. Je relis parfois les livres d'Hélène que j'avais gardés sans les ouvrir pendant 30 ans. J'ai gardé une seule chose de cette époque, une clé de chambre. Pas une clé électronique, une vraie clé en laiton, avec un lourd porte-clés en cuir sur lequel était gravé « Lacroix Saint-Tropez, chambre 12 ». La chambre 12 était la plus belle de l'hôtel. Vue sur la baie, terrasse privée, mobilier que j'avais choisi personnellement chez un antiquaire de l'île de la Cité. Je l'ouvrais parfois le soir, quand tout le monde était parti, et je m'asseyais au bord du lit et je regardais la mer. Je n'ai jamais dormi dans cette chambre. Je n'en ai jamais eu le temps. C'est peut-être le résumé le plus précis de ma vie. J'ai construit les endroits les plus beaux que je connaisse et je n'y ai jamais habité. Antoine me téléphone le dimanche. Claire, une fois par mois, avec une prudence qui ressemble à de la politesse et qui est en réalité de la douleur contenue. Hélène vit à Lyon, près de chez ses parents. Je tiens cette clé de chambre dans la paume de ma main parfois, le soir, et j'essaie de me souvenir du bruit de la mer depuis cette terrasse, et comment c'était d'être l'homme qui avait construit cet endroit et qui n'avait jamais pris le temps de l'habiter. 75 ans. Une clé de laiton dans le tiroir de ma table de nuit, et la certitude, désormais définitive, que tout ce que j'avais bâti était réel, et que c'est moi qui ne l'étais plus. Il y a une chose que personne ne m'a jamais dite, et que je n'aurais sans doute pas cru si on me l'avait dite. Le succès peut être une forme de fuite. Pas une fuite de la pauvreté ou de l'échec, une fuite de soi-même. Chaque hôtel que j'ouvrais était une pièce de plus dans un bâtiment que je construisais pour ne pas avoir à habiter ce que j'étais vraiment. Un homme qui n'avait jamais appris à être en repos. Un homme dont l'identité entière dépendait de ce qu'il produisait. Quand la cocaïne est entrée dans cette architecture, elle a promis de combler l'espace intérieur que 40 ans d'hôtel n'avaient jamais pu remplir. Cette promesse était fausse, mais j'étais prêt à la croire parce que j'en avais besoin depuis longtemps. 75 ans, trop tard pour construire autrement, mais peut-être assez tôt pour que quelqu'un qui lit ceci comprenne ce que j'ai mis une vie à apprendre.